L'été est de loin la meilleure saison. C'est une conviction que je défendrai jusqu'au bout. Mais mon amour pour l'été ne vient pas des fêtes ou de l'alcool, comme on pourrait le croire, mais de la nature. Pour moi, chaleur et plein air sont inséparables. Dès que la chaleur arrive, je passe plus de temps dehors que dedans. Tout s'est passé un soir chaud de juin, il y a quelques étés. J'avais 17 ou 18 ans à l'époque. Près de chez moi se trouve une immense réserve naturelle. Et quand je dis immense, je ne plaisante pas. Elle s'étend sur près de 400 hectares. Aujourd'hui encore, je suis certain qu'il y a des coins que je n'ai jamais explorés. 2 amis et moi avons décidé d'y camper pour la nuit. Techniquement, c'était interdit, presque illégal, mais on se disait que dans une forêt aussi dense, personne ne nous trouverait. Il suffisait de s'enfoncer le plus loin possible. Chuck était le passionné de camping du groupe. Ce gars adorait jouer les scouts et connaissait sûrement une centaine de nœuds. Jackson, notre autre pote, s'occupait toujours de ramener les boissons. Quand on était sobre, ça ne lui plaisait pas. C'est comme ça qu'il était. Je me souviens du vent d'été léger dans mes cheveux pendant qu'on chargeait les affaires dans la voiture de Jackson. Il faisait ni trop chaud, ni trop frais. Vers 23h30, on s'est retrouvés à traîner notre équipement de camping au fond des bois, légèrement éméché. Chuck avait toujours avec lui une lampe torche ultra puissante, donc l'obscurité n'était pas un problème. Même si j'adorais la nature, marcher dans des bois denses à cette heure-là, c'était un peu flippant, lampe ou pas. Après 30 minutes de marche, on a trouvé une clairière parfaite pour camper. On a monté la tente selon les instructions de Chuck, puis installé nos chaises. Ensuite, Chuck a allumé un feu. En quelques minutes, on avait un beau feu de camp. Jackson a sorti une autre bière, lancé la musique avec son enceinte JBL, et l'ambiance est vite devenue parfaite. On a dû discuter et boire pendant 2 heures. On était bien entamés, prêts à dormir. C'est à ce moment-là que tout a changé. Jackson a baissé le son et a commencé à ramasser les canettes vides. Et là, un sifflement assourdissant a déchiré le silence. J'ai sursauté, passant de l'ivresse à l'alerte en une fraction de seconde. C'était un son étrange, anormalement fort, mais lointain. Jackson a éteint la musique. On s'est regardé, inquiet, sans dire un mot. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine. Silence total. Même les sons de la forêt semblaient avoir disparu. Un silence anormal. Je repassais le sifflement dans ma tête. Ce n'était pas un bruit d'animal. Ça ressemblait au sifflet d'un arbitre dans un stade. Chuck a finalement rompu le silence. On devrait plier et partir. Jackson et moi n'étions pas d'accord. Quitter les lieux maintenant, et si on tombait sur la personne qui avait sifflé? Il était plus de 3 heures du matin. Chuck pensait que celui qui avait sifflé savait qu'on était là. Cette idée m'a glacé. On a finalement décidé d'attendre. J'ai voulu éteindre le feu, mais Chuck m'a arrêté. Le feu éloigne les bêtes sauvages. C'est là que j'ai vraiment réalisé la gravité de la situation. On était à des kilomètres de la moindre maison, en pleine nuit. Et il y avait quelque chose dans les bois. 10 minutes plus tard, on parlait à voix basse. Pas de musique. On ne se sentait pas assez en sécurité pour dormir. Et là, un petit objet est passé au-dessus de l'épaule de Jackson, droit dans le feu. Un pétard. J'ai hurlé alors qu'il explosait dans les flammes. Chuck s'est levé en jurant et a couru dans les bois. Jackson et moi avons suivi, abandonnant tout sur place. On a fini par le rattraper, sa lampe éclairant follement les arbres. On a couru jusqu'à l'épuisement. Jackson a vomi. On s'est arrêté à bout de souffle. Personne ne semblait nous suivre. Mais on était terrorisés. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Chuck voulait retourner chercher ses affaires et éteindre le feu. Moi, j'étais choqué qu'il pense encore à ses équipements après ce qu'on venait de vivre. On a fini par retourner vers le campement, lentement. De loin, on voyait encore la lumière du feu. Mais Jackson m'a arrêté net et a pointé du doigt. Je l'ai regardé. Il y avait 3 personnes, assises dans nos chaises, immobiles, comme des statues. L'un d'eux avait la bouche grande ouverte, inexpressive. Il ne parlait pas, ne bougeait pas. Ce n'était pas normal. On a commencé à reculer lentement. Mais Jackson a trébuché, lâchant un juron. Aussitôt, le feu s'est éteint, d'un coup, comme si on l'avait étouffé. On n'a pas attendu une seconde de plus, on s'est mis à courir. Cette fois, des pas nous poursuivaient. On a couru jusqu'à la voiture. Par miracle, personne ne nous a suivis hors de la forêt. Sur le chemin du retour, personne n'a parlé. Le lendemain, Chuck voulait retourner sur place chercher ses affaires. Jackson a refusé. Moi, j'ai accepté. Arrivé au campement, tout semblait en ordre. Jusqu'à ce qu'on approche de la tente. Une odeur immonde en émanait. Chuck a ouvert la fermeture.
un rat mort pourrissait à l'intérieur. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette réserve. J'ai 24 ans et je vis encore chez mes parents. Notre situation financière est compliquée et je leur donne presque tout mon salaire. On s'entend pas très bien, on se dispute souvent, et quand je travaille pas, je reste chez moi. Pas un récit de misère, juste, j'ai eu une enfance difficile. Le sport est ma bouffée d'oxygène, ma façon de m'échapper. Et j'aime m'entraîner dans un parc à 10 minutes de chez moi. Il y a des barres de traction, des dips, un coin parfait pour me vider la tête. En été, j'y vais la nuit, parce que le jour, c'est trop fréquenté. Un soir, mes parents se disputaient encore. Je me suis échappé pour aller m'entraîner. Il faisait chaud, autour de 30 degrés Celsius. Je suis monté dans notre vieille Corolla, démarré le moteur, baissé les vitres, le vent d'été me traversant le visage. Je suis arrivé vers 22h ou 23h. Le parc était vide. L'atmosphère était douce, presque apaisante. Le parc domine le centre-ville, avec vue, ce qui ajoute un côté sentimental à mes séances nocturnes. J'ai enchaîné les tractions, sans compter les répétitions, jusqu'à l'échec. Puis je me suis reposé, les bras détendus, me préparant pour la série suivante. Et soudain, une sensation, une peur subite, un instinct. Quelque chose m'a poussé à me retourner. À 1 mètre de moi, un homme grand, mal entretenu, l'air éreinté. Je lui ai crié dessus, bondi de la barre. Il a ri de façon rauque, s'est excusé. Je voulais pas te foutre la trouille. Il était bizarre, trop près. Il m'a dit qu'il habite ici. Il m'a suivi, m'observait. Il m'a demandé « Tu peux m'apprendre ?» Je suis non confrontationnel. Je lui ai poliment dit que je voulais juste terminer mes tractions en toute tranquillité. Je suis remonté sur la barre. Et alors, il a murmuré mon nom complet. Mon sang s'est figé, glacé. Il connaissait mon nom. Il m'a fixé, avec un sourire terrifiant. Je suis descendu de la barre, le cœur battant, et j'ai commencé à reculer. Sans un mot, je suis parti. Il m'a regardé m'éloigner. Avant que je parte, je l'ai vu. Il s'accrochait à la barre, imitait mes mouvements. Encore, comme s'il voulait devenir moi. Le lendemain, je me lève très tôt pour le travail en construction. Sur le pas de la porte, une enveloppe non marquée avec mon nom. Je l'ignore jusqu'à ma pause déjeuner. Je l'ouvre dans ma voiture, mangeant un sandwich préparé. À l'intérieur, 10 photos imprimées de moi. Pas des selfies, prises sans que je ne m'en rende compte. Une photo dans la voiture, une au travail, une au parc. Et pire, une photo de moi en train de dormir, prise de l'extérieur, par la fenêtre. Je me sens mal, je chiale. Je pars du boulot immédiatement, prétextant une situation grave. Je prends les photos en photo et fonce au commissariat. Un soir, vers 3h, quelqu'un frappe à la porte. Je ne réponds pas. Plus tard, je trouve un post-it collé sur la vitre de ma voiture. Un simple cœur dessiné. Je retourne au poste de police. Ils disent « On lance une enquête pour stalking ». Mais sans preuve concrète, ils sont limités. Cela fait 1 mois. Je vis en hypervigilance. Mes parents cherchent une nouvelle maison, ce qui ne va pas être facile. Je n'en ai pas parlé en vidéo, mais je vous tiendrai au courant si cela continue. En attendant, je dors avec un œil ouvert. C'est arrivé l'été dernier. J'avais 22 ans. Je n'étais pas très sociable. Si je sors, c'est que mes potes un peu fêtards m'ont traîné dehors. Mon pote Philippe m'invite à une soirée chez un gars nommé Randy, vers 20h. Je suis pas très chaud, mais je finis par accepter. Pas envie de rester seul. Il habite un peu loin, on aurait dû y aller ensemble, mais Philippe a finalement annulé à la dernière seconde. Super chiant. Je me sens idiot devant cette maison inconnue, mais je frappe quand même. Randy m'ouvre la porte, super accueillant, sympa, sans être relou. Il me présente aux invités. Je me sens bien malgré tout. Même quelques filles m'avaient repéré. Je me laisse embarquer, je bois. Vers 2h du matin, je plane, nauséeux. Je monte chercher les toilettes, mais elles sont toutes occupées. La maison est grande, un vrai labyrinthe. Je me perds un peu. En haut, je trouve une porte vers un grenier ou local poussiéreux. Je rentre pour souffler. Pas de lumière, beaucoup de poussière. Je trouve une fenêtre, je l'ouvre pour respirer l'air frais. Silence. Sérénité. Alors que j'allais redescendre, j'entends des bruits sur les tuiles du toit. Je me dis que je dois halluciner.
Mais non. J'escalade sur le toit, doucement, éclairé par la lune. Et là, 2 silhouettes masquées, sac à dos, sortent d'un autre Velux. Ils cambriolent la baraque de Randy. Paniqué. Je panique. Je glisse, fais du bruit. Ils se retournent, me repèrent. Mon cœur s'emballe. Ils claquent entre eux et tentent de s'enfuir par le toit. Je décide d'agir. Je les suis à distance, téléphone à la main pour appeler la police. Je le fais tomber. Un des cambrioleurs chute, se blesse. L'autre saute dans un arbre et s'enfuit. Je me précipite vers la gouttière pour aller aider le type blessé. Puis, des sirènes se font entendre. Un voisin a appelé la police pour du bruit. Je descends en panique. Je retrouve Randy et les invités toujours en train de fêter, inconscients. Je lui raconte tout. On est en train de se faire cambrioler. Il est sous le choc. Il appelle la police. Quand ils arrivent, ils retrouvent le cambrioleur blessé. Il est arrêté. L'autre a disparu. Tout le monde quitte la fête. Randy me remercie, encore sous le choc. J'ai l'air bourré, oui, mais je m'en fous. Quelques mois plus tard, je suis chez Philippe. On joue à la console. Philippe reçoit un appel de Randy. Randy nous invite. On va chez lui. Je remarque que sa porte d'entrée et ses fenêtres ont été remplacées et sont ultra sécurisées. On boit des bières au sous-sol. Randy me remercie encore. Il raconte. L'autre cambrioleur, celui qu'ils ont arrêté, n'a pas dénoncé son complice. Un mois plus tard, leur voisin repère un véhicule suspect qui fait le tour de la maison à 1h du matin. Puis des objets déplacés dans le jardin. Randy et sa famille renforcent les portes et fenêtres. Je suis resté bouche bée. Je savais pas que ça pouvait aller aussi loin. L'été revient bientôt. Je te tiendrai au courant si j'ai du nouveau.